La nouvelle est sortie il y a déjà quelques temps. Picoma, c'est fini. Ce fut court, mais intense. Il y en aurait des choses à dire sur les séries que j'ai traduites pour eux. Vous voulez des anecdotes? Je vais vous en donner. L'une de mes expériences les plus particulières s'appelle Pour venger mon clan. C'est l'histoire de Tatsumi Kobayashi, un jeune homme dont la famille a été assassinée quand il était adolescent. Seul survivant du massacre, Tatsumi a trouvé refuge dans les montagnes chinoises où il a appris le Kobudo, un art martial surpuissant. De retour en ville, 5 ans plus tard, il est bien décidé à accomplir sa vengeance. En gros, c'est une sorte de Monte Cristo asiatique à la sauce webtoon. Un truc complètement déjanté, souvent burlesque, qui m'a fait une impression étrange dès les premiers épisodes. La série traite certains thèmes d'une manière qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les mangas. Et je dois bien avouer que ça me mettait un peu mal à l'aise. Par exemple, regardez comment les femmes sont dessinées. L'hypersexualisation, on voit ça dans beaucoup de mangas, mais là c'est fait sans aucune subtilité. Évidemment, elles sont toutes attirées par le personnage principal, mais là où un héros habituel se sentirait intimidé, ou bien tenterait d'en profiter selon son caractère, Tatsumi reste de glace. Il est du genre inaccessible, il se place bien au-dessus de ses frivolités. Sa vengeance passe avant tout. Ne comptez pas sur lui pour pardonner à ses ennemis, il préfère les pulvériser dans des jets de sang. Ce rapport à la violence, encore une fois totalement décomplexé, m'a aussi beaucoup déconcerté. Tout ça dans quel but? Pour que Tatsumi devienne l'homme le plus puissant et le plus riche de la ville. Le personnage n'est jamais montré comme mesquin. Au contraire, dans cet univers, l'argent est une valeur sûre. Il faut en gagner le plus possible et étaler sa fortune. Ce n'est qu'après avoir traduit un bon paquet d'épisodes que j'ai fini par comprendre les codes de cette œuvre. Enfin, j'ai commencé à percevoir le mélange d'épique et de comique chez Tatsumi, qui écarte tous les obstacles sur son chemin d'un claquement de doigts, mais c'était pas naturel au début. Arrivé à l'épisode 8, j'ai buté sur le nom d'une enseigne dans une rue. Ces kanji-là, impossible de les trouver dans le dictionnaire. Ce qui se devinait dans les décors et dans les références culturelles s'est confirmé à ce moment. Pour venger mon clan n'est pas un webtoon japonais, c'est une œuvre chinoise. En d'autres termes, j'étais en train de traduire une traduction. Je m'en étais pas rendu compte tout de suite parce que les noms des personnages, comme les noms des lieux, ont été japonisés. Tatsumi Kobayashi, Shizuka Tachibana, Yuki Natsume... Je peux vous assurer que c'est pas du chinois. Par contre, Budo c'est aussi... un peu quand même. Budo, ce sont les arts martiaux, pas de problème. Mais le mot Soshi, il correspond à rien en japonais, c'est une reprise directe du chinois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça désigne l'expert d'une doctrine, celle des arts martiaux. Dans l'histoire, ce sont les guerriers qui maîtrisent le Kobudo à un haut niveau. Ils manipulent l'énergie spirituelle et ils sont capables de lancer des attaques surnaturelles. Garder le mot tel quel en français, ça allait pas le faire. J'ai cherché quelque chose qui ferait un bon équivalent, un titre un peu ronflant qui a une connotation fantastique, et j'ai choisi Magister. Pas le Magister qui signifie instituteur, l'autre, celui qui vient de la contraction des mots anglais Magic et Master. En fait, j'ai réalisé un peu plus tard qu'un autre mot aurait peut-être été plus adapté, un terme typique des histoires de fantasy chinoises. Apparemment, ces personnages dotés de pouvoirs magiques qui leur viennent du taoïsme, on les appelle des cultivateurs, dans le sens où ils cultivent la sagesse et ils cherchent à se perfectionner. J'avais pas les codes. Voilà ce qui arrive quand on traduit une œuvre sans être spécialiste de la culture dont elle provient. On se retrouve à faire des choix de traduction arbitraires. Parfois, on comprend tellement rien qu'il faut tout inventer. Non, je plaisante, mais cette page de l'épisode 27, elle n'existe pas en japonais. Il semblerait qu'elle ait été oubliée au moment de l'adaptation vers cette langue. Imaginez un peu ma tête quand je tombe là-dessus. On aurait pu demander de l'aide à un traducteur du chinois, mais finalement, la décision a été prise de supprimer la page qui ne contenait pas d'informations capitales. Je trouve ça dommage. Pour proposer malgré tout une traduction, j'avais même trouvé des scans en anglais. J'ai appris plein de choses avec cette version. D'abord que notre cher Tatsumi s'appelle à l'origine Nietzschen. J'ai aussi remarqué que certaines phrases étaient plus complètes en anglais. La traduction japonaise a une tendance à aller à l'essentiel, ce qui veut dire que le moindre manque en français constitue une perte supplémentaire dans un texte déjà élagué. Se rappeler qu'on est la copie d'une copie, c'est jamais très agréable. L'anglais m'a aussi été utile lorsqu'il a fallu traduire le nom inscrit sur une pierre tombale. En japonais, les sinogrammes ont plusieurs lectures, et donc je savais pas laquelle était la bonne. Lecteur japonais non plus je suppose, mais dans leur cas, des kanji mystérieux, ça choque pas visuellement. Alors qu'en français, on est obligé de les remplacer par notre alphabet. Comme il fallait faire un choix, j'ai repris l'écriture indiquée en anglais. Luo Yun Tian. Après tout, pourquoi ne pas garder le chinois pour une fois? Les lecteurs sont pas stupides, même si la traduction ne le précise pas, ils voient bien que Tatsumi a acquis ses pouvoirs en étudiant les arts martiaux et la médecine chinoise.
De mon point de vue, intégrer un guerrier des temps anciens venu de Chine ne posait aucun problème. 15 épisodes plus tard, le fantôme se réveille, et on apprend que la lecture officielle de son nom en japonais sera Launten. Trop tard pour corriger, Luo Yunchan restera Luo Yunchan dans la traduction française, qui, de plus en plus, se taille une identité propre. C'est bien joli tout ça, mais comment on en est arrivé là? Pourquoi on se retrouve avec des personnages qui hurlent le Japon, alors qu'on a une carte de la Chine juste derrière? Est-ce que quelqu'un dans un bureau s'est dit que passer par la version japonisée rendrait l'œuvre plus accessible au public occidental? Est-ce que ça viendrait d'une difficulté à trouver des traducteurs du chinois? Ou est-ce qu'il y aurait carrément une volonté de cacher l'origine du webtoon? Vous réfléchissez trop. La vérité, c'est que tout le monde s'en fiche. Tous les mois, Picoma a livré des paquets et des paquets de webtoons à traduire sans vérifier ce qu'il y avait dedans. Sa stratégie, inonder le marché pour s'imposer comme numéro 1. Entre 2022 et 2024, plus de 650 mangas et webtoons inédits ont été proposés sur la plateforme. C'est colossal. Il y a eu quelques pépites et beaucoup de trucs franchement oubliables. Même si l'application s'est progressivement centrée sur la romance en voyant que c'était ce qui marchait le mieux, il n'y a jamais eu de ligne éditoriale bien définie. Je sais que les employés de Picoma, les traducteurs, les lettreurs se sont toujours investis autant que s'ils travaillaient sur des œuvres destinées à l'impression. N'empêche qu'il y a des signes qui trompent pas. Toutes ces séries adaptées en masse, c'était avant tout des chiffres. D'ailleurs, avant de recevoir leur titre français, on les désignait par des codes du type WT443 ou JM236. Dans le système, elles étaient moins considérées comme des œuvres littéraires que comme des produits de consommation. C'est un peu triste, non? Est-ce que finalement, on vaudrait pas mieux en finir avec le webtoon? Mais au fait, c'est quoi exactement les webtoons? Ce sont des bandes dessinées numériques, en majorité coréennes, qui se présentent dans un format vertical, en couleur. Elles sont publiées sur des plateformes en ligne, généralement au rythme d'un épisode par semaine. Un chapitre se lit en quelques minutes, et se termine souvent par un cliffhanger qui donne envie d'aller voir la suite, à la manière d'un feuilleton. C'est la lecture idéale pour passer le temps dans les transports en commun ou dans une file d'attente. Suffit de dégainer le téléphone, et comme les cases font toute la largeur de l'écran, on risque pas de s'esquinter les yeux. De la romance, de la fantaisie, de l'action, il y en a pour tous les goûts. Et le plus beau, c'est que c'est gratuit. Enfin, presque. La plupart des plateformes sont basées sur un modèle freemium. Les séries sont en libre accès, sauf les derniers épisodes qu'on peut débloquer en achetant des jetons. Ou alors, on a le droit de lire gratuitement un épisode toutes les 24 ou 72 heures, et si on veut lever la limite de temps, c'est là qu'il faut payer. Le modèle a l'air de bien fonctionner en Asie, mais j'ai des doutes en ce qui concerne la France. Je crois que par chez nous, on préfère s'abonner, payer un prix fixe tous les mois, et avoir accès à l'ensemble d'un catalogue. Il y a pas si longtemps, le directeur de Picoma clamait haut et fort que le modèle d'abonnement à la Netflix était un leurre. Pareil chez Verytoon. Voici ce qu'il disait sur le système des jetons. Il permet au lecteur de gérer lui-même sa consommation en ne payant pas pour des contenus qui ne l'intéressent pas. L'abonnement nous semblait une formule contre-productive. Nous savons bien que les lecteurs de Webtoon picorent sur l'ensemble des plateformes. Nous ne pensons pas que l'enchaîner avec un abonnement soit la solution. Sauf que Picoma et Verytoon sont justement les deux qui ont mis la clé sous la porte. Verytoon, qui appartenait au groupe Delcourt, a jugé que la concurrence devenait trop rude lorsque Picoma est arrivé. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que celui-ci n'a pas fait de bons résultats. En 2022, l'entreprise a enregistré plus de 13 millions d'euros de pertes. Je me suis demandé comment faisaient les autres sociétés pour tenir. Toutes ne sont pas équivalentes. D'un côté, il y a des petites plateformes assez confidentielles, et de l'autre, des mastodontes qui n'ont pas les mêmes ambitions. Ono, ça vous dit peut-être quelque chose? C'est l'une des applications les plus importantes avec Webtoon et Feu Picoma. Il s'agit d'un projet lancé par le groupe Média Participation, qui possède notamment Dargo et Dupuis. C'est pas la première incursion des franco-belges sur les terres du Webtoon. Derrière Ono se trouve une autre petite plateforme, Webtoon Factory, fondée quelques années plus tôt par les éditions Dupuis. Sa stratégie commerciale est bien différente des grandes sociétés coréennes. Pour rentabiliser ses webtoons, elle compte sur les ventes de droits et les adaptations vers d'autres médias. Webtoon Factory a fait le choix d'un catalogue réduit et réalise un travail d'édition traditionnel, en sélectionnant et accompagnant soigneusement ses auteurs. Il est impossible pour eux d'imiter le modèle dominant. Il faut savoir que quand le géant du web coréen Naver s'est lancé dans le webtoon, c'était un moyen d'offrir du contenu aux personnes qui utilisaient ces services de communication. Donc pour eux, l'économie n'est pas la même. C'est vrai, moteur de recherche, messagerie instantanée, développement de l'IA, les activités de Naver sont très diversifiées. Il peut accepter que certaines de ses filiales soient déficitaires si elles lui permettent de renvoyer une image positive et de montrer qu'il est présent dans tous les domaines du numérique. Kakao, le propriétaire de Picoma, a suivi la même logique.
jusqu'à ce qu'un de ses dirigeants soit soupçonné de manipulation boursière. Cette affaire a entraîné une chute de la valeur des actions qui a poussé l'entreprise à se débarrasser de ses branches les plus fragiles, dont Picoma Europe. Quand tout va bien, ces grosses plateformes peuvent générer des bénéfices en s'appuyant sur les partenariats et les publicités. À côté, elles peuvent aussi s'arranger pour s'en sortir avec le minimum de frais. Les contrats que Webtoon propose à des auteurs tournent autour de 1500 € par mois. 1500 € en échange d'un épisode par semaine. Je sais pas si ce montant correspond à du brut ou du net, mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est très peu pour une charge de travail extrêmement élevée. La création d'un épisode, ça doit prendre largement plus de 35 heures. Les auteurs qui voudraient tenter leur chance sans avoir à se plier à une deadline sont les bienvenus. Ils peuvent poster librement leur travail sur la partie Canva, mais ils ne sont pas rémunérés. Lorsqu'il s'agit d'adaptation en français, là encore le but est d'investir un minimum de budget. Ça se ressent dans les traductions. Elles sont souvent réalisées par des débutants qui acceptent des tarifs moins élevés ou qui ne trouvent pas de travail ailleurs parce qu'ils n'ont pas encore fait leurs preuves. Moi-même je suis passé par là, mes droits d'auteur n'étaient pas mirobolants, mais j'y ai trouvé mon compte et finalement je considère que j'ai plutôt eu de la chance de travailler pour Picoma. Dès la première année, j'ai pu traduire une bonne vingtaine de tomes, toucher à des styles très différents, progresser, acquérir de l'expérience. J'aurais certainement pas eu les mêmes opportunités chez des éditeurs papier. Le souci, c'est que je suis pas sûr de la valeur que les maisons d'édition accordent à mon expérience. Leurs réticences sont compréhensibles, pour diverses raisons, à cause des délais, aussi parce que les relecteurs ne sont pas des correcteurs professionnels, les traductions d'œuvres numériques contiennent régulièrement des passages mal formulés. Je vous dis pas d'où sont tirées ces bulles, mais ce sont de grosses séries qui comptabilisent plusieurs millions de vues. Il y a quelque chose qui va pas avec la production et la distribution des webtoons, mais je crois pas que le problème se limite à ce genre. Des auteurs soumis à un rythme inhumain, qui mettent leur santé en péril, des séries qui dépendent entièrement des votes et des appréciations des lecteurs, il y a comme une impression de déjà-vu. L'industrie des webtoons a beaucoup de similarités avec celle des mangas au Japon. Dans les deux cas, on parle toujours d'un système qui repose sur la précarité des artistes. La différence, c'est que le manga a une longue histoire derrière lui et qu'il a réussi à gagner ses lettres de noblesse. Avec difficulté, je vous l'accorde, mais il est quand même bien mieux reconnu que le webtoon. Aujourd'hui, on est capable de citer des dizaines de mangaka célèbres qui ont fait rêver plusieurs générations. Le genre est même mis à l'honneur dans des expositions. Le monde intellectuel salue tous ces univers uniques portés par des visions singulières. En comparaison, les webtoons apparaissent d'office comme moins intéressants, parce qu'ils sont conçus en studio par des équipes dont le travail est moins de produire une œuvre originale que d'accrocher à coup sûr le public grâce à une recette efficace. Ou alors, ils sont créés par des amateurs qui ne bénéficient même pas des conseils d'un éditeur. Le monde du webtoon, c'est la jungle. Mais moi, c'est ça que j'aime bien. Une œuvre comme Killing Stalking n'aurait sans doute jamais pu voir le jour autre part que sur internet. Les bandes dessinées publiées dans des magazines doivent respecter des critères précis pour correspondre au lectorat visé. Or, Killing Stalking est inclassable. Pour être publié, il lui fallait un espace plus libre, moins regardant sur le contenu. Il fait apparaître une relation homosexuelle, ce qui fait qu'il a surtout été lu par des amateurs et des amatrices de boys love. Mais il est bien trop violent et dérangeant pour appartenir à ce genre. Et surtout, il n'est pas question de romance. C'est l'histoire d'un garçon mal dans sa peau, déséquilibré, qui cherche à s'introduire dans la vie privée de l'homme dont il est amoureux. Tel est le prix qu'il croyait prendre. Il se retrouve séquestré dans la cave de cet homme, qui se révèle être un pervers narcissique fou dangereux. Des situations abusives dans le boys love, ça fait longtemps qu'il y en a. Mais si Killing Stalking flirte avec les codes du genre, il ne tombe jamais dedans. Ce webtoon parle de manipulation, d'emprise, de dépendance, et pour une fois, rien de tout cela n'est romantisé. Loin de glamouriser des relations malsaines, la série se présente comme un thriller psychologique haletant en tirant parti du découpage par épisode. Dans les webtoons, l'intrigue avance toujours par petits morceaux. Un épisode ne peut pas contenir autant d'actions et de paroles qu'un chapitre de BD classique. L'important, c'est de réussir à glisser chaque fois au moins une chose intéressante, ce qui fait que la tension narrative est beaucoup plus concentrée. Mais il n'y a pas qu'une seule manière de s'y prendre. Le rythme n'a pas à être toujours effréné pour que ça marche. Je pense au 26e meurtre. Le personnage principal est un tueur en série qui s'est fait arrêter et qui devrait être condamné à la peine capitale. Sauf qu'après avoir fait une chute, il devient totalement amnésique. À son réveil, non seulement il n'a plus aucun souvenir des crimes qu'il a commis, mais il s'est en plus transformé en un jeune homme généreux et altruiste. Avec un sujet pareil, il y avait de quoi imaginer un thriller palpitant. Mais c'est une autre direction qui a été choisie. C'est dans la lenteur, dans une impression de flottement, que l'œuvre trouve son intérêt. Excite les nœuds au cerveau et les argumentations sans fin sur des questions morales. L'espace est laissé au lecteur pour qu'il ait le temps de s'interroger lui-même. S'il y a une leçon à retenir, c'est qu'on peut dire beaucoup avec une économie de mots et d'images.
Par exemple, Kiriwar, une romance étudiante, est faite d'épisodes ultra courts. Mais la taille des cases et leur forme sont suffisantes pour faire comprendre, je dirais même pour faire sentir les émotions des personnages et la distance ou les rapprochements entre eux. Quand vous voyez cette petite case perdue dans un fond blanc, vous comprenez tout de suite que le gars se sent seul et prisonnier de la vie qu'il mène. Pas besoin de long discours. Le webtoon possède un langage propre, c'est-à-dire que son format particulier lui offre des outils que n'ont pas d'autres supports. C'est amusant de voir comment les auteurs s'emparent de l'écran du smartphone pour décliner leur art dans des styles différents. Quand on lit Marié sous condition, on s'en prend plein les yeux. C'est une explosion de couleurs, de motifs, d'ambiance. L'œuvre profite du fait qu'on n'a pas de vision d'ensemble des cases pour enchaîner les plans en créant des effets de surprise. Et moi, dès que je vois la main du comte frôler celle de la comtesse, j'ai le Kokoro qui fait Doki Doki. J'aurais jamais pensé être le public visé, mais c'est tellement bien fait que je fonds à tous les coups. Les effets de surprise jouent aussi un rôle majeur dans les webtoons d'action. Le but, c'est de souligner l'impact des chocs et la force des personnages. L'un de mes préférés dans le genre, c'est Lecteur Omniscient. Son aspect quasi cinématographique m'impressionne. Parfois, on a vraiment l'impression de voir une scène se dérouler en mode travelling. On voit d'abord la tête d'un monstre, puis en scrollant on découvre les personnages tout en bas de l'image, minuscules face à la bête. Les deux ne tiennent pas ensemble sur l'écran du téléphone, ce qui fait sentir toute la distance entre eux, c'est-à-dire les différences de taille et de puissance. Mais là où j'ai vu le plus de compositions audacieuses, avec un étirement des cases maximum, je crois que c'est dans le webtoon européen. Chez nous, les histoires se distinguent peut-être un peu moins des scénarios qu'on trouve habituellement en bande dessinée. On cherche surtout à bricoler avec les possibilités formelles du média. Les artistes jouent énormément sur la verticalité, qui est perçue comme une nouvelle façon de représenter le mouvement. Ils privilégient la continuité à la rupture. Le passage du temps, l'enchaînement des actions, sont créés par le défilement, par la métamorphose des décors qui s'opèrent sous nos yeux. C'est peu dire que le webtoon ouvre de nouveaux horizons. Le format existe depuis à peine 10-15 ans. On est loin d'en avoir fait le tour. Il reste tellement de choses à tester, à inventer. Seulement, sa plus grande force est aussi sa plus grande faiblesse. Je parle du fait qu'il s'agit de bandes dessinées dématérialisées. Les risques et les contraintes liées à l'impression ne pèsent pas sur ce format. Il n'y a pas à payer un imprimeur ni à se faire une place en librairie, et donc pas besoin de se restreindre en termes de volume produit. Le webtoon fonctionne comme une véritable usine, d'une manière bien plus extrême que les mangas. Tout à l'heure, j'ai choisi de parler de Marié sous condition et de Lecteur Omniscient, mais à la place j'aurais pu citer des dizaines d'autres séries semblables. Quand on commence à lire des webtoons, on a l'impression d'entrer dans un monde débordant d'originalité. Au début, je me rappelle m'être dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est incroyable! Pourquoi j'ai pas découvert ça avant ?» Et puis, on passe d'une série à une autre, à une autre, à une autre, et on réalise que cette première BD qu'on a lue, qui nous paraissait fantastique, tant du point de vue des dessins que du scénario addictif, cette première BD, en réalité, elle est pas si originale que ça. À la fin, on a l'impression de scroller sur TikTok. On retombe toujours sur les mêmes intrigues avec quelques variantes. Il y a eu la mode des vilaines, maintenant on a une déferlante de personnages réincarnés en enfants. Même en français, on dirait que les plateformes font exprès de créer des résonances entre les séries, comme pour profiter du fait que les lecteurs aiment certaines histoires, pour les amener à cliquer sur d'autres. Les créateurs de webtoons savent que le public a des attentes, et qu'il suffit d'y répondre pour le satisfaire, sans aller plus loin. L'intrigue, le propos sont déjà tout trouvés. Le temps qu'ils ne passent pas sur le fond, les auteurs l'investissent sur la forme. Ils mettent le paquet sur la réalisation. C'est pour ça que des histoires qui n'ont rien pour se démarquer deviennent aussi prenantes. Le modèle économique étant ce qu'il est, les productions ne sont pas encouragées à sortir de la zone de confort des lecteurs. Et je crois pas que les gens soient prêts à payer pour quelque chose qu'ils ne peuvent pas posséder physiquement. Ça a des effets sur les adaptations. Parce que les webtoons sont distribués sur le net et disponibles presque gratuitement, il semble y avoir l'idée que c'est pas grave si la qualité des traductions est médiocre. Et pourtant, je crois que c'est le genre de choses qui portent préjudice aux œuvres étrangères. Ça les empêche d'être prises au sérieux. Malgré tout, le genre commence doucement à gagner en reconnaissance. Comme on pouvait s'y attendre, ça se traduit par une transposition sur d'autres supports. Les adaptations en animé, les sorties en volume papier. Mais ce serait vraiment dommage d'oublier ce qui fait sa spécificité. Le défilement vertical et les surprises qu'il réserve. Le webtoon n'est pas pensé pour être figé sur du papier, ni sur une piste vidéo que vous ne pouvez pas toucher et qui vous impose son rythme. L'écran du smartphone, c'est un terrain de jeu que les auteurs n'ont pas fini d'explorer. Pour les nombreuses raisons que j'ai pu évoquer dans cette vidéo, il y a encore beaucoup de gens qui pensent que la bande dessinée numérique est forcément bas de gamme. Oui, c'est une industrie de masse et quoi qu'on en dise, ça changera pas de sitôt. Mais faut pas pour autant s'empêcher de fouiller dans la montagne de titres disponibles. Je suis absolument certain qu'en y passant un peu de temps, vous arriverez à découvrir des œuvres qui sortent du lot. Alors partez pas avec des a priori. Lisez des webtoons.